J'ai clairement sous-estimé cette montagne. Et me voilà, sur le Mont Blanc, en train de vivre l'épreuve physique et mentale la plus dure de ma vie. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai décidé de gravir cette montagne en solitaire, sans guide ni compagnon, afin d'être en parfaite communion avec elle. Objectif, arriver au sommet de la montagne la plus haute de l'Europe occidentale. Mais en chemin, mes motivations ont commencé à prendre une autre dimension. En me lançant dans cette aventure, j'avais bien évalué les risques, mais c'était sans savoir que j'allais voir ma vie défiler à plusieurs reprises. Bien arrivé à Chamonix, qui est un petit village au pied du Mont Blanc. Alors, il fait beau, il fait bon. Chamonix est considéré un peu comme la Mecque de l'alpinisme. On va essayer d'aller récupérer notre matériel pour bien évidemment gravir le Mont Blanc. 15 juillet 2022. J'ai rejoint l'Aiguille du Midi pour débuter mon programme visant à atteindre le sommet du Mont Blanc. La première partie consistera à s'acclimater. L'acclimatation est un processus très important, voire incontournable pour gravir les montagnes de plus de 4000 mètres. Afin d'éviter le MAM, mal aigu des montagnes, je dois passer un minimum de 2 jours en altitude pour que mon corps puisse s'habituer au manque d'oxygène avant de tenter le sommet. Alors, pour m'acclimater, j'ai décidé de passer un jour dans le refuge du Cosmique, qui se trouve à 3600 mètres d'altitude, et le deuxième jour, je vais bivouaquer en solo sur un glacier à 3400 mètres d'altitude. Alors là, des choses sérieuses commencent. Alors, c'est le passage que je redoute le plus, l'arête de l'Aiguille du Midi. Donc à 3800 mètres d'altitude, un passage très vertigineux. À gauche, il y a 1000 mètres de dénivelé. Donc si tu tombes, tu reviens plus. À droite, 300 mètres de dénivelé, pareil. Donc il faut rester très concentré. Un pied devant l'autre, j'y vais lentement mais sûrement. Car slowly is the fastest way to get to where you want to be. Je suis en parfaite harmonie avec moi-même, déterminé et surtout concentré, car une petite erreur sur cette arête peut causer ma perte. Bon là, je vais aller trouver une zone assez dégagée pour pouvoir installer ma tente et y passer la nuit. Donc une zone assez dégagée où je ne suis pas exposé aux sérates, les avalanches, etc. Et surtout pas de crevasses. Ma première nuit au refuge s'est merveilleusement bien passée. Je m'attendais à avoir des maux de tête à cause de l'altitude et une insomnie, mais à ma grande surprise, j'ai dormi comme un bébé et je me suis réveillé en pleine forme pour attaquer la journée. J'ai pu faire quelques montées et descentes sur de petites montagnes pour mieux m'acclimater. Le soir venu, j'ai réglé ma note au refuge et souhaité bon vent aux alpinistes pour aller rejoindre le glacier où je dois bivouaquer. Ils m'ont mis en garde contre les mauvaises conditions car effectivement, cette année, la montagne n'est pas clémente. Le réchauffement climatique s'est fait sentir sur le Mont Blanc
avec d'importants éboulements de pierre au niveau du couloir du goûter, de nouvelles crevasses qui se sont formées et une mauvaise adhérence des crampons à la neige due à la chaleur, ce qui rend l'ascension beaucoup plus périlleuse. Alors on va gonfler l'oreiller d'abord, donc la partie oreiller. Et là actuellement je vous avoue à 3600 mètres d'altitude, gonfler un matelas, je suis pas trop chaud. Alors je suis obligé de mettre ça parce qu'il fait trop froid. J'avoue c'est pas très sexy mais c'est une nécessité. Donc l'élément le plus important de ce camping, c'est ça, mon sac de couchage, résistant à moins 10 degrés. Donc sans ça, c'est mort quoi. On va chercher de la neige propre pour la faire fondre et avoir de l'eau. Donc, on va manger de la nourriture lyophilisée aujourd'hui. Excusez-moi, je suis essoufflé à cause du manque d'oxygène. Donc voilà. Ça n'a pas l'air bon, hein. Donc on y rajoute de l'eau chaude. Hop. De l'eau de la neige. Ah, c'est dégueulasse. Et on laisse tremper pendant 8 minutes. Bon, c'est du poulet apparemment, hein. Soupe goulash au poulet. Bon, on va voir. Oh là là, ça fait du bien. Voilà, comme un burrito. En attendant que ma nourriture soit prête. Notre soupe est prête. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Peut-être c'est parce que j'ai trop faim. Mais en tout cas, ça passe. Il est important dans ces situations-là de se réchauffer le cœur et le corps, alors j'ai créé une boîte de nuit d'altitude. Bonne nuit. Hello. Alors, bilan de cette première nuit sur le glacier. Le début était très compliqué, j'avais extrêmement froid. À la fin, ça a commencé à m'énerver. Donc, difficile de trouver le sommeil dans ces conditions. Mais la fin était plutôt chill. Mon corps a commencé à s'habituer à l'environnement. Et même que j'ai pas senti mon réveil sonner. Parce que j'avais prévu de me lever avant le soleil. Mais voilà. Donc, ce qui veut dire quand même que j'ai pu dormir. C'était plutôt agréable. Là, il faudrait commencer à décamper. C'est la partie la moins fun pour moi. J'aime pas du tout. Et il faudrait que je fasse vite aussi parce que la neige, elle est quand même assez dure maintenant parce que c'est le matin. Enlever ma tente est toujours une tâche lourde pour moi, car c'est un au revoir.
Donc là, je vais aller prendre le téléphérique de l'Aiguille du Midi pour redescendre sur Chamonix et aller vers le camp de base Tête Rousse. Donc il se situe à 2600 mètres d'altitude. Là, c'est une crevasse que je dois traverser. Je croise les doigts pour ne pas tomber, mais j'ai confiance. Yes! Mon projet d'acclimatation de 2 jours s'est très bien passé. À la fin, j'ai eu un 53 BPM à 3600 mètres d'altitude. Maintenant que je me suis bien acclimaté, je me sens encore plus confiant pour commencer l'ascension de cette montagne mythique. Je commence l'ascension vers le refuge Tête Rousse où je vais passer la nuit aujourd'hui. Et si tout va bien, demain vers 2 h du matin, je vais entamer l'ascension vers le refuge du Goûter. Et si tout est toujours ok, vers le sommet du Mont Blanc. Guys, c'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. En plus, c'est tellement compliqué de se repérer en montagne quand on n'a pas de GPS. Là, déjà, je me suis perdu 2 fois. Mais bon, je suis sur le bon chemin actuellement. Arrivé au refuge de Tête Rousse, je me suis rendu compte qu'effectivement, presque personne ne tentait le sommet. J'ai rencontré un groupe de Polonais qui voulaient faire l'ascension. On a sympathisé devant un bol de soupe. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient commencer leur ascension le lendemain à 7 h du matin. Alors que moi, je devais commencer à 2 h du matin en espérant d'arriver au sommet avant le lever du soleil afin de profiter de ce moment magique. Mais à mon réveil, j'ai entendu beaucoup d'éboulements de pierres au niveau du couloir du goûter. Alors, j'ai décidé de repousser mon départ jusqu'à 6 h du matin. « 6 h du matin, le grand moment est arrivé. Le grand départ vers le sommet. Je dois aller rejoindre le refuge du goûter qui se trouve à 3835 mètres d'altitude, y faire une petite pause de 30 minutes et faire le dernier push to the summit. Mais je dois quand même avouer que je suis un peu stressé par le couloir du goûter, aussi appelé couloir de la mort, où beaucoup d'alpinistes ont perdu la vie et que je dois obligatoirement traverser. Alors à partir de là, c'est que de l'escalade jusqu'au goûter, jusqu'au refuge. Avec un peu de prudence et beaucoup de chance, j'ai pu traverser le couloir du goûter sans recevoir une pierre de la taille d'un lave-vaisselle sur la tête. Maintenant, ce n'est que de l'escalade jusqu'au refuge du goûter. Je n'ai jamais été aussi loin. Je sens l'adrénaline qui commence à monter, l'altitude qui se fait sentir et mes jambes qui commencent à trembler. Suis-je en train d'avoir peur? Non, ce n'est pas le moment. Je dois me ressaisir. La peur, ce n'est que des scénarios qu'on déroule dans nos têtes et qui ne vont probablement jamais arriver. À part accélérer ma mort, la peur ne m'aide en rien. Je dois me libérer l'esprit et me concentrer sur l'essentiel. Il est là ce refuge du goûter. Wow, I can't believe this. Woo. Woo. Je suis à 4000 mètres d'altitude, donc il me reste 800 mètres à faire.
Je sens clairement le manque d'oxygène, ça commence à devenir compliqué. Je suis très fatigué. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire les 800 mètres de dénivelé là. Mais le mental est là. Je compte pas lâcher. Et Inch'Allah, on va y arriver. Wouh! Wouhou, guys! Vous le voyez, le sommet du Mont Blanc. Waouh! Ça fait plaisir. Waouh! Je suis à 4400 mètres d'altitude. Là, je peux voir l'aiguille du Midi tout en bas là-bas. Ah, c'est fantastique. Vraiment. Déjà, je suis même pas encore au sommet et c'est comme si j'étais sur le toit de l'Europe. Mais c'est pour bientôt. Ça va venir. Il ne reste plus que quoi? 400 mètres de dénivelé? Ouais. Mais on va le faire, ce Mont Blanc. On va le faire. Alors là, on a une belle et grande crevasse. Et juste au-dessus, un pont de neige. Vaut mieux faire vite. Ne pas trop traîner dans les coins. Voilà, le sommet du Mont Blanc est là-bas. Il ne reste plus que 200 mètres. Mais je vous avoue que les 200 mètres là, oh là 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 là, ça va être comme 20 km pour moi. C'est chaud. Bientôt le sommet. J'ai peur d'avoir le summit fever. Un état où on est tellement animé par l'envie d'arriver au sommet qu'on oublie de rester concentré au risque de faire des erreurs qui peuvent nous coûter la vie. Je garde cela en tête et je reste concentré sur les arêtes qui mènent vers le sommet. Plus que 10 mètres avant d'arriver, tout mon corps tremble, de fatigue, d'euphorie. Je commence à perdre mes moyens. Et là... Wouhou! Yeah! Au sommet du Mont Blanc! Toit de l'Europe, 4810! Wouhou! Oh là là, trop d'émotion! Trop d'émotion! Wouh! Wouh! Oh là là! C'est magnifique! I can't believe this! Regardez-moi ça! Waouh! En plus, cerise sur le gâteau, je suis seul sur le toit de l'Europe. Wouhou! Wouh! Allez! Sur le toit de l'Europe. Waouh! Le drapeau sénégalais qui flotte sur le toit de l'Europe. Alhamdulillah. En plus seul, c'est juste incroyable. La chance que j'ai. Waouh. Waouh. En tout cas, on a bien profité de la sensation d'être sur le toit de l'Europe. Et maintenant, il faudrait penser à redescendre. Ouh! Sénégal! Ouais, l'ascension n'est pas terminée tant qu'on n'est pas en bas. Safe. Donc, let's go! Je m'appelle Mohamed Tounkara, je suis ingénieur en informatique, athlète pluridisciplinaire, ancien enfant de troupe et un amoureux de la nature. Qu'est-ce qui me lie avec les montagnes? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été féru d'aventure et je crois que la graine a été semée au Britannique militaire où je faisais beaucoup d'activités similaires à la randonnée. Et quand je suis parti en France pour le travail, j'ai commencé à faire du snowboard. Et bon, le snowboard, c'est sur les montagnes. Et le fait de voir les montagnes, d'être sur les montagnes, ça a réveillé quelque chose en moi. J'ai vu que les montagnes étaient super magnifiques. Et finalement, juste
les descendre en snowboard, ça ne me suffisait pas. Je me suis dit qu'il fallait que je commence à les gravir pour mieux les connaître, pour mieux être en symbiose avec elles. Donc je crois que ça a été le catalyseur. Souvent les gens ils disent que le Kilimanjaro c'est une montagne facile parce que techniquement c'est pas difficile. Mais le Kilimanjaro c'est une montagne qui vous éprouve beaucoup parce que c'est des longues journées de marche en altitude. Donc moi quand j'ai fait le cumul des heures de marche, on marchait 7 heures par jour pendant 6 jours en altitude et ça ce n'est pas facile du tout. Donc j'ai eu des compagnons qui sont redescendus à cause du manque d'oxygène. Donc on a quand même beaucoup de difficultés sur le Kilimanjaro. C'est pas une montagne technique, mais l'effort physique quand même elle est présente. Non, j'étais pas le seul. J'étais avec une amie qui s'appelle Fatoumati et des porteurs. Avant le Kilimanjaro, j'ai eu à faire quelques randonnées dans les Alpes, donc de petits sommets. Mais ce que je peux mettre en exergue, c'est le Mont Blanc que j'ai fait en solitaire, sans assistance, sans guide. Le mont Toubkal, qui est la plus haute montagne du Maroc, qui est une très belle montagne, une montagne que j'affectionne beaucoup. Voilà, donc c'est ce que je peux mettre en exergue pour le moment. Le risque, il est présent, mais il faut évaluer les risques, les connaître et savoir comment réagir par rapport aux risques. Et pour ça, en fait, c'est bien se préparer avant tout, physiquement, mentalement, être bien équipé, bien connaître l'itinéraire et aussi, surtout psychologiquement, être présent. Parce que sur la montagne, la peur, elle est présente. La peur, par contre, les gens ils disent que moi je n'ai pas peur sur la montagne, mais ils se trompent lourdement. Moi j'ai tout le temps peur sur la montagne, tout le temps. Sauf que c'est pas une peur qui me tétanise. C'est pas une peur qui m'empêche de faire les choses. Au contraire, vous savez quand on a peur, ce qui se passe dans notre corps, c'est que y a une explosion d'hormones, il y a l'adrénaline qui monte, nos sens sont beaucoup plus aiguisés. Notre système digestif se met au repos et en espace de quelques minutes, on devient un surhomme. Donc pendant cet instant, de deux choses l'une. Soit tu te dis, je vais utiliser cet instant-là pour pouvoir me sortir de ce bourbier, ou bien tu laisses la peur te tétaniser et la mort arriver vers toi. Donc moi, je choisis souvent d'utiliser cette peur comme amie. Pour me booster, pour m'aider à prendre de très bonnes décisions. C'est des sentiments qui évoluent en fonction des expéditions. On expérimente beaucoup de choses en nous. Personnellement, ça m'aide à mieux me connaître, à me retrouver, à mieux cerner mes émotions. Et donc, bon, comme vous l'avez dit, hein, sur la vidéo, j'écoutais de la musique. J'ai créé ma petite boîte de nuit en altitude sur un glacier où il n'y a personne à 3600 mètres d'altitude. Ça me réconforte aussi un tout petit peu. Donc je ramène souvent un tout petit peu de ma culture, un tout petit peu de la civilisation dans mes expéditions. Parce que quoi qu'on puisse dire, je reste un être humain et voilà, je fais partie d'une communauté et que je le veuille ou non, je vais ramener un tout petit peu de ma culture et de ma communauté dans mes expéditions. Non, on ne gagne pas forcément de l'argent et ce n'est pas le but non plus. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'alpinisme, ce n'est pas vraiment un sport. Parce que ce n'est pas comme le football où tu as des codes, tu as marqué des buts, celui qui a le plus de buts, il a gagné. Non. L'alpinisme, en fait, c'est plutôt une philosophie, une manière de vivre les choses. Et ce que l'on gagne, c'est plus en nous. Le fait de grandir, que ça nous forge, le fait d'expérimenter plein de choses, de pouvoir laisser un héritage psychologique à notre progéniture. Ça, en fait, je crois que c'est là où se trouve le prix.
C'est très important pour moi parce que le Sénégal, c'est un pays que j'affectionne beaucoup. C'est le pays qui m'a vu naître, qui m'a formé également, parce que je suis passé au Prytanée militaire et vraiment ça a beaucoup contribué à qui je suis actuellement. Et donc c'est très important pour moi en fait de brandir le drapeau du Sénégal et de montrer aussi que les Sénégalais ils peuvent briller entre guillemets dans d'autres domaines. Ils sont aussi présents dans d'autres domaines parce que l'alpinisme, c'est un secteur où les Sénégalais et les Noirs en général sont très peu représentés. Donc c'est vraiment important pour moi en fait de brandir le drapeau du Sénégal et montrer que nous aussi on est présents. Mes perspectives, c'est faire les 7 sommets les plus hauts de tous les continents. Il y a l'Aconcagua en Amérique du Sud, il y a le Denali en Amérique du Nord, il y a l'Everest au Népal, entre autres. Et donc en septembre, je vais aller faire une expédition dans l'Himalaya où je vais essayer de gravir le Manaslu, qui est l'un des toits du monde, qui culmine à 8167 mètres d'altitude. Donc voilà, ce sera ma prochaine expédition qui sera en septembre. J'ai quelques partenaires qui me soutiennent en France. Donc voilà, en gros, financièrement, c'est comme ça que ça va se passer. C'est plus mes économies et mes partenaires qui sont actuellement en France. J'ai créé ma propre structure qui s'appelle Osiris Cloud et je fournis des services dans le cloud. Donc actuellement, je travaille pour un client en France et je continue à exercer quand même mon métier d'informaticien. Vu que je suis à mon propre compte, j'arrive quand même à être flexible pour pouvoir prendre du temps pour moi et pour faire mes expéditions. Kilimanjaro, hakuna matata.